Il multiplie les gaffes et les bourdes à 9 mois de la présidentielle américaine. Joe Biden a-t-il toutes les facultés physiques et mentales pour aller jusqu'au bout? Le chef de la Maison-Blanche, âgé de 80 ans, peut-il être remplacé par sa vice-présidente Kamala Harris? Avec nous pour en parler, Jean-Éric Brana. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5. Vous êtes docteur en civilisation américaine, maître de conférence à l'université Paris 2, auteur notamment de Géopolitique des États-Unis aux éditions PUF, et puis notre correspondante Elisabeth Guedel en direct de New York. Merci d'être avec nous. Elisabeth, avant de vous donner la parole à tous les deux, voici quelques méprises du président des États-Unis. Il a notamment loué le leadership de la Colombie à la présidence de l'ASEAN, qui est l'organisation des pays d'Asie du Sud-Est. Il a parlé de président Sisi du Mexique et puis Mitterrand d'Allemagne en voulant parler d'Emmanuel Macron. Je vous laisse écouter. I'm of the view, as you know, that the conduct. Je pense, comme vous savez, que la riposte à Gaza, dans la bande de Gaza, a été excessive. Je pense que, comme vous le savez, au départ, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer. Je lui ai parlé, je l'ai convaincu d'ouvrir la porte. Vous savez, juste après mon élection, je me suis rendu à ce qu'on appelle une réunion du G7, c'est-à-dire de tous les dirigeants de l'OTAN. Elle se déroulait dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et j'ai dit « L'Amérique est de retour ». Et Mitterrand d'Allemagne, je veux dire de la France, m'a regardé et m'a dit « Vous savez, pourquoi, pour combien de temps vous êtes de retour ?» Je tiens à remercier le Premier ministre pour le leadership de la Colombie à la présidence de l'ASEAN et pour nous avoir tous accueillis. Voilà, Jean-Éric Brana, ça commence à faire beaucoup, non, pour le président de la première puissance mondiale? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est en train de parler d'un vieux monsieur qui s'en mêle les pinceaux de temps en temps, comme on le fait tous en réalité, et encore plus quand on prend un grand âge. Si vous m'aviez parlé d'un effet de la vieillesse qui aurait agi sur ses capacités physiques, s'il avait appuyé sur un bouton pour lancer une bombe, s'il avait donné un ordre qui soit gravissime et engage la sécurité nationale, si même il avait donné un ordre qui, sans engager la sécurité nationale, soit totalement délirant, alors là, on se poserait des questions. Mais là, on est dans l'oralité. En réalité, ça n'est que de la parlotte. Et c'est quelque chose auquel Joe Biden nous a habitués depuis très longtemps. Donc, je n'y vois pas en réalité de quelque chose de particulièrement percutant. Elisabeth Guedel, en direct de New York. Qu'en pensent les Américains ? Alors le problème, c'est que les Américains pensent différemment. Eux pensent que ça devient de plus en plus important, plus dangereux même pour une présidentielle, pour un deuxième mandat. 86% des Américains en âge de voter, c'est-à-dire pratiquement 9 électeurs sur 10 selon le dernier sondage ABC, pensent que Joe Biden est trop âgé pour briguer un second mandat. Alors ils sont 60% également les mêmes à penser que Donald Trump est également trop âgé pour se représenter, mais 9 sur 10, c'est vraiment une très forte dégradation. C'était 74% seulement au mois de septembre. On sent que les Américains ont été en tout cas marqués par ce rapport du procureur spécial qui enquête sur la gestion des documents confidentiels retrouvés au domicile de Joe Biden après sa vice-présidence. Et dans ce rapport, il n'inculpe pas Joe Biden, ce qui est une bonne nouvelle, sauf qu'il décrit un homme âgé avec la mémoire défaillante, qui ne se souvenait même pas de la date du décès de son fils Beau Biden, mort d'un cancer en 2015. Donc ce rapport a été catastrophique. Et puis la conférence de presse qu'a improvisé Joe Biden juste après, et vous l'avez dit, où il a confondu le président du Mexique avec le président de l'Égypte alors qu'il répondait à une question sur le Proche-Orient, ça n'a pas arrangé les choses en tout cas. Restez avec nous, Elisabeth Guedel. Jean-Éric Brana, Elisabeth vient d'évoquer ce rapport du procureur spécial Robert Hur. Les démocrates ont dénoncé des commentaires gratuits, je cite, et déplacés, des motivations politiques. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Joe Biden a l'entier soutien de l'appareil politique démocrate, ou est-ce que ça commence à se fissurer? Ah non, je ne dirais pas ça non plus. Et Elisabeth a raison quand elle fait remarquer que 86% des Américains, non pas ne veulent pas le voir à la présidence, mais s'inquiètent de sa santé. Ils sont en 74 à ne pas vouloir la présidence quand même. C'est énorme. Et c'est vrai que cela pose un véritable problème et que ce rapport est un événement fondateur dans cette campagne, puisqu'on a un basculement de l'opinion. En réalité, au-delà même des classiques du parti qui effectivement commencent à se poser des questions parce qu'ils sont inquiets
inquiets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plus jeunes en particulier auront dans un coin de leur tête que ce président a plus de 80 ans quand ils vont voter. Et quand on en a 18, qu'on n'a jamais voté de sa vie, voter pour quelqu'un de 80 ans, c'est quelque chose de difficile à faire. Je crois que beaucoup seront tentés de rester à la maison ou d'aller faire autre chose ce jour-là. Et c'est bien ce que Joe Biden ne veut pas, parce que si cela arrivait, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas réélu. Joe Biden peut-il, Jean-Éric Brana, renoncer ou être contraint à un renoncement? Je ne parle pas de ce qu'on appelle l'impeachment, d'une procédure politique, juridique, officielle, mais est-ce que dans son camp, on peut dire, bon, bah là, ça commence à faire trop, tu n'y vas pas, tu vas être remplacé par quelqu'un d'autre? Ah, écoutez, il n'existe aucune procédure pour empêcher Joe Biden de se présenter, à part, comme vous l'avez dit, le 25e amendement, mais ça serait tellement sortir les canons pour tuer une mouche qu'on ne va pas le faire. Non, il faut que Joe Biden se décide par lui-même. Alors maintenant, il va falloir trouver la bonne raison pour sortir. Je crois qu'effectivement, c'est un scénario qui est largement imaginable, même peut-être très vite, mais ça ne peut pas être pour une raison d'âge ou pour une raison de sénilité, parce que pensez donc, si le président des États-Unis décide de ne pas faire campagne, ça veut dire qu'il n'est plus capable non plus de diriger le pays. Et avec ce qui se passe dans le monde, on serait tous très inquiets à l'idée qu'il y a une guerre en Ukraine, qu'il y a une guerre au Proche-Orient, qu'il pourrait y en avoir une à Taïwan, si le président des États-Unis, tout d'un coup, n'était plus en capacité de. Donc il va falloir trouver une très bonne raison pour le faire. Et là-dessus, ça doit pas mal plancher actuellement du côté de la Maison-Blanche et du côté de Wilmington, son stade de campagne. Et justement, la transition est toute faite. On va commencer à voir, si l'on peut dire, les alternatives. Elisabeth Guedel, en direct de New York. Voilà qu'un nom ressurgit, Kamala Harris. Pourquoi je dis ressurgit? Parce qu'elle avait été en pleine lumière lorsqu'elle était devenue vice-présidente. Et puis, on a l'impression qu'elle a totalement disparu des écrans radars. Alors, c'est le fait de ce poste de vice-président. Effectivement, on s'en souvient, quand Joe Biden l'avait choisi comme vice-présidente, il l'a présenté comme quelqu'un qui pouvait à tout moment remplir la fonction de présidence, et lui avait quelque chose où il ne pouvait pas diriger le pays. Elle a été présentée comme la meilleure candidate pour être la vice-présidente. Maintenant, c'est un poste où on reste dans l'ombre du président, et puis elle a des sondages qui ne sont pas très bons par rapport à Joe Biden, et les sondages face à éventuellement un duel face à Donald Trump ne sont pas bons. Joe Biden fait mieux qu'elle. Et puis, donc, elle est restée dans l'ombre, mais encore une fois, c'est un poste de vice-président qui est très ingrat. On ne doit pas porter la lumière. C'est le président qui doit porter la lumière. On doit rester dans l'ombre. Maintenant, elle n'est quand même pas très populaire, même au sein du Parti démocrate. Jean-Éric Brana, la carte Kamala Harris, c'est une possibilité sérieuse selon vous, au cas où? Ah ben, il n'y en a pas d'autre en réalité. Pourquoi il n'y en a pas d'autre? Parce qu'on arrive dans un moment, le super mardi, où on va avoir distribué la moitié des délégués. Donc à ce moment-là, si jamais Joe Biden se retire, personne ne pourra se lancer, parce que personne ne pourra avoir la moitié des délégués qui lui permettraient d'être adoubé par le parti. Et seul quelqu'un qui aurait l'appareil, parce qu'au Parti démocrate, il y a ce qu'on appelle des super délégués qui ne votent pas généralement au premier tour, mais qui votent si personne n'a la majorité. J'espère que tout le monde suit bien cette partie technique. Et Kamala Harris serait la seule à pouvoir récupérer ces super délégués et donc à être adoubée par le parti au final. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Effectivement, tous les projecteurs sont braqués du côté de la vice-présidence, et chacun y va de sa petite phrase, je l'aime pas. En réalité, elle n'est pas encore en campagne. Donc le poids de rentrer en campagne est tellement énorme. Elle représente tellement aussi parce qu'elle est une femme et que ce serait la première fois qu'une femme pourrait être présidente des États-Unis, non pas la première fois que quelqu'un essaie, mais parce qu'elle est déjà vice-présidente et que cette fois-ci, elle aurait de réelles chances de pouvoir devenir cette présidente, que ça pourrait dynamiser cette campagne. Il y a tout de même deux autres noms de femmes qui sont ressortis. Michelle Obama, l'ex-First Lady, l'ex-première dame des États-Unis, gagnerait dans un hypothétique affrontement avec Donald Trump, selon un sondage. Et il y a aussi Hillary Clinton qui avait perdu, qui avait eu plus de voix. Mais on rappelle que le suffrage n'est pas universel à 100%, donc elle avait perdu, Hillary Clinton. Un mot, Jean-Éric Brana, sur ces deux femmes, Michelle Obama, Hillary Clinton, c'est pas possible?
Alors écoutez, le nom de Michelle Obama est lancé depuis très longtemps et Elisabeth pourrait vous en parler, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Barack Obama, en quittant la présidence, avait dit il y a 3 choses de sûres dans la vie, la mort, les impôts et que Michelle ne fera jamais de politique. Donc là, on a réglé le problème de Michelle Obama. Quant à Hillary Clinton, je crois qu'elle n'a aucune velléité d'y aller cette fois-ci. Il y a beaucoup d'autres noms qui viennent, comme Gretchen Whitmer, par exemple, la gouverneure du Michigan, qui est quelqu'un dont on va reparler à l'avenir. Il y a encore d'autres femmes au Parti démocrate, mais encore une fois, je crois que le calendrier ne permet à personne de pouvoir se lancer, mis à part Kamala Harris, qui a la préséance parce que c'est la vice-présidente. Ouais, Elisabeth Guedel, j'ai une question pour vous, mais d'abord peut-être, puisque Jean-Éric Brana vous citait, une petite réaction. Vous confirmez, Michelle Obama, ça relève du fantasme politique? Oui, son nom flotte depuis plusieurs années. Et comme dit Jean-Éric, en fait, les responsables, en fait, le Parti démocrate est quand même très soudé derrière Joe Biden. Il a beaucoup d'alliés. Il faudrait modifier beaucoup de choses dans les statuts ou la charte du Parti démocrate pour pouvoir accéder, changer effectivement de candidat. Or, il a beaucoup d'alliés. Ça me paraît bien peu possible. Alors, Elisabeth, j'ai une question pour vous concernant un certain Donald Trump. Il avait surnommé Joe Biden Sleepy Joe, l'endormi lors de leur premier duel. Et dans cette campagne, alors il lance toujours des piques sur son adversaire démocrate, mais il ne va pas trop sur le terrain de la mémoire et de l'âge. Et oui, contre toute attente, on s'attendait à ce qu'évidemment ça explose les moqueries sur sa mémoire, mais en fait, il a l'air d'être assez prudent. Sûrement, ses conseillers ont dû lui dire de faire attention parce qu'on a des enregistrements dans les dépositions face à des enquêteurs dans les multiples affaires judiciaires dont il est impliqué, où lui aussi ne se souvenait plus très bien. Il n'avait même pas reconnu sur une photo sa seconde épouse, sa deuxième épouse lors d'enquête. Donc, il fait attention. Évidemment, il se moque toujours de Joe Biden et de son grand âge. C'est vrai qu'à 77 ans, il fait beaucoup plus robuste que Joe Biden à 81 ans. Mais sur le terrain de la mémoire, on a des enregistrements où lui-même, Donald Trump, s'embrouillait un peu les pinceaux, avait également des trous de mémoire. Donc, il est prudent sur ce terrain. Oui, il confond parfois aussi Nancy Pelosi et Nikki Haley qui concourt à la primaire républicaine. Et si Donald Trump gagnait encore, Jean-Éric Brana, c'est le titre de votre livre sorti en 2019 aux éditions VA. Cette victoire est-elle selon vous en train de se dessiner ? Écoutez, en tout cas, elle n'est pas impossible comme on l'a cru en novembre 2022, puisque à ce moment-là, il y a eu un trou d'air dans la campagne Donald Trump. Il y avait une Trump fatigue, comme on dit aux États-Unis, et c'est passé. C'est passé depuis le mois de mars, depuis que les attaques judiciaires ont commencé. Je dis attaques judiciaires parce que c'est ainsi qu'il les a appelées, et ses supporters se sont réunis derrière lui en parlant de chasse aux sorcières. Et depuis, il a fait le plein, et c'est vrai que les rangs se sont resserrés, que c'est reparti. Il n'y a plus non plus un papier de cigarette pour que quelqu'un puisse se glisser dans cette campagne, à part Trump, du côté républicain. Et donc, à partir du moment où il est aussi fort dans une dynamique, il peut tout à fait gagner. Jean-Éric Brana, une dernière question pour vous. Il nous reste une petite minute. Selon vous, sur quel grand dossier va se jouer cette présidentielle américaine? Il y a énormément de tensions au Proche-Orient, la guerre à Gaza, il y a aussi le conflit russo-ukrainien. On voit la difficulté à renouveler l'aide américaine entre républicains et démocrates. Sur quoi ça va se jouer? On parle aussi de la question de l'avortement? Non, c'est très facile en réalité comme question, c'est l'immigration. C'est l'immigration qui est un véritable problème aujourd'hui, non seulement pour les républicains, mais également pour les démocrates, pour le pays en entier. Il y a eu, c'est vrai, une montée de l'immigration très forte aux États-Unis. Ce problème, ils n'arrivent pas à le résoudre parce que chacun y va de sa petite guéguerre politicienne. Et ça va être le vrai enjeu dont on va beaucoup parler jusqu'au mois de novembre. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Jean-Éric Brana, d'ici le mois de novembre prochain et la présidentielle américaine, avec Elisabeth Guedel également, notre correspondante. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été avec nous en direct de New York. Merci, Jean-Éric Brana, également pour votre éclairage.